Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire que je vais avoir le plaisir de faciliter, d'animer. Je suis David Guillochot, directeur général d'Ezest, et comme je le disais, j'ai un grand plaisir d'être accompagné de Sophie Ray, que je vais laisser Bonjour. se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Ray, je suis la DRH des Jardins d'Arcadie. Les Jardins d'Arcadie, c'est un groupe qui gère des résidences-services seniors pour personnes âgées. Ça s'adresse à des personnes autonomes. Voilà, c'est une société qui compte une centaine d'établissements et à peu près 1300 collaborateurs. Génial, et on a le plaisir de vous avoir dans notre communauté de clients. Et donc, Exactement. on va prendre un sujet qui nous est cher à tous les deux, qui est et on l'a choisi dans ce sens-là, hein, parce il est important pour nous, pour nos entreprises, et on pense effectivement que c'est un sujet hautement d'actualité, et on l'a formulé comme ça. Repenser le rôle du manager pour s'adapter aux transformations organisationnelles. Alors, on pourrait dire évolution organisationnelle, on pourrait dire transformation en général, au changement. Ce qui est clair, c'est que chacune de nos entreprises, de nos secteurs d'activité, sont plus ou moins touchés et plus ou moins fréquemment, et plutôt plus fréquemment que moins fréquemment en ce moment, par des évolutions nécessaires. Et on va voir ensemble le rôle du manager, son importance, et avec un témoignage, des retours d'expérience très intéressants sur un secteur très intéressant. Mais tu nous en diras plus tout à l'heure, Sophie. Ce Ça qu'on vous marche. propose pour commencer un petit peu à nous mettre en jambes et puis aussi nous alimenter par rapport à la réflexion qu'on a aujourd'hui, eh bien, on va vous partager un petit sondage. Il y aura deux séquences de sondages dans ce webinaire. Le premier, c'est quels sont justement les grands défis des managers aujourd'hui. Donc, merci de répondre le plus possible pour qu'on ait un peu votre avis. Puis, bien entendu, on partagera le nôtre. Donc, vous avez le défi du bien-être des collaborateurs, le défi de la performance, le défi de l'organisation hybride à distance, qui est suite notamment à ce qui s'est passé ces dernières années, et le développement de l'autonomie des équipes. Donc, voilà, merci. Il y a plein d'autres choses certainement en termes de défis, mais dans cela, voilà, ça serait quoi le plus grand défi auquel vous adhérez le plus? Et c'est vrai que, Sophie, on a eu tendance à charger la barque, hein, et c'est pas nouveau, des managers en termes de défis, d'objectifs. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en général assez prolixe dans les organisations. On attend beaucoup d'eux, en fait, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout que ce qu'on a oublié de faire, c'est de leur enlever des rôles au fur et à mesure qu'on en rajoutait. Mm. C'est un peu la difficulté du manager d'aujourd'hui. C'est ça. C'est le fameux millefeuille Ouais. qui s'applique forcément dans les organisations aussi, avec en plus aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup cette thématique des managers en transverse, c'est qu'on s'est beaucoup reposé la question du rôle du manager, de l'intérêt du manager, et voilà, et se poser la question de à quoi il sert, quels sont ses défis, est un élément intéressant. Alors, on va regarder, je pense que vous avez répondu. Alors c'est assez équilibré, sauf sur la partie management hybride, voilà, qui est très loin derrière. Donc, je pense que, alors, soit ça veut dire que le retour au bureau a été, on va dire, très très fort, soit qu'il y a une espèce de maturité totale, on va dire une assimilation de ce management hybride, ou que vous êtes tout simplement sur des secteurs d'activité où c'est très peu nécessaire. Et on va voir que ça a une certaine résonance. D'ailleurs, pour nous expliquer, toi, tu as effectivement, tu es dans un secteur d'activité où la relation humaine est très très importante, donc c'est physique, on va dire ça comme ça. Mais par contre, il y a quand même du management hybride dans votre organisation. Alors oui, la spécificité comme ça du pilotage d'exploitation toute France, c'est-à-dire qu'il y a forcément du pilotage à distance et du management à distance. Donc pour un petit peu illustrer l'organisation des équipes dans des résidences-services qui peuvent être des résidences étudiantes ou des résidences seniors, hein, là en l'occurrence c'est seniors, c'est qu'il y a un directeur et une équipe sur site qui s'occupent de nos personnes âgées. Simplement 100 établissements France entière, c'est des directeurs qui ne se voient pas, des managers qui ne se voient pas beaucoup, et donc il y a beaucoup en centrale de pilotage de nos managers à distance et des équipes.
Et ça, dans les défis dont tu évoquais en introduction, c'est que les jardins d'Arcadie étaient aussi confrontés à une hypercroissance ces dernières années qui nécessitait de développer énormément le travail à distance parce qu'on n'était plus en mesure de rendre visite à nos managers, de discuter avec eux en face à face. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Ouais, et en fait, il y a toujours, enfin, à partir du moment d'une organisation, on va dire un peu complexe, on va dire, et en particulier les organisations à réseau, en réseau comme vous, hein, avec des sites nombreux, eh bien, il y a du management hybride à un certain moment, on va dire ça comme ça, qu'il faut pouvoir mettre en place. Merci pour vos réponses. Les deux, enfin, celui qui est en tête, c'est l'autonomie. Vous allez voir que ça va faire écho à notre discussion. Donc, l'un des défis, c'est l'autonomie, et c'est vrai que ce sujet-là, il est un peu à la croisée des chemins entre la mission attendue des managers, hein, de faire en sorte que l'équipe, quelque part, ait les moyens de fonctionner le plus correctement possible. Et donc, l'autonomie peut en être un des moyens, mais aussi une attente des collaborateurs. Hein, et le Baromex de Zest, hein, qui est un panel représentatif qui scanne, diagnostique l'expérience collaborateur des salariés français, a montré que l'autonomie était une attente très importante. Et donc, on est en plein dans le sujet. Donc, merci d'avoir répondu ceci. Alors, je vous propose d'avancer sur notre présentation pour traiter ce sujet-là. Concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'être assez pratico-pratique et grâce à Sophie, d'avoir des retours du terrain voilà, dans un secteur d'activité qui a comme caractéristique, qu'on l'a vu, où l'humain est particulièrement important. Et je pense que c'est typiquement des secteurs d'activité qui sont source d'inspiration pour d'autres secteurs d'activité. Et c'est ce qu'on va voir autour de 3 chapitres qui vont permettre d'identifier les bonnes pratiques. Bien entendu, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Et on essaiera d'y répondre au mieux possible à la fin de la session, si on a encore le temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on les regardera, bien entendu. Alors, la première, on va dire, dimension, hein, c'est un peu un étage de fusée, hein, finalement, de ce rôle du manager face à ces transformations organisationnelles, c'est finalement la maille de l'équipe. Et ça, c'est en particulier le fait que dans une équipe, quand il y a du turnover, en particulier, parfois il y en a nombreux dans certains secteurs d'activité, c'est de savoir favoriser l'intégration des nouveaux et bien entendu, sur la durée, assurer la cohésion au sein de chaque équipe. Donc c'est vraiment ce rôle-là, à la maille de l'équipe, qui est vraiment un premier élément très important. Et là-dessus, au Jardin d'Arcadie, il y a des choses très intéressantes à partager, je trouve, et notamment au travers de cette ritualisation managériale. Alors ça, c'est des choses qu'on aime bien chez Zest. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, c'est vrai que moi, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment lié à notre activité d'accueil des personnes âgées, qui sont des personnes qui sont certes autonomes, qui ne sont pas malades, hein, on n'est pas des EHPAD, mais ce sont des personnes qui sont fragiles, peuvent être isolées, qui peuvent être veufs. Donc, il y a une dimension où globalement, ce qu'on attend de nos équipes, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos résidents, d'être dans la convivialité, dans le sourire, dans l'énergie vitale. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai toujours expliqué à nos collaborateurs. Ce qu'on attend, c'est ça. L'ADN Jardin d'Arcadie, c'est ça. Ce sont les valeurs et c'est l'humanité et le cœur qu'on met dans notre travail. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a une évidence qui est de se dire, bon, si on souhaite que nos salariés s'occupent bien de nos résidents, il faut que nous aussi, on ait une attention très spécifique à nos salariés. Et donc, de la même manière qu'on a ritualisé l'accueil client dans la chaleur humaine, la convivialité, enfin, on a soigné énormément le premier jour de nos résidents. On a cherché à travailler sur le premier jour de nos collaborateurs, sur leur accueil et leur intégration, et ce, de la même manière dans toutes nos résidences, parce que on peut parler, quand on est comme ça en maillage territorial, de standards produits, hein, s'assurer qu'on ait le même accueil client dans la résidence de Brest que dans la résidence de Colmar.
pour nos clients, et ben ça doit être la même chose pour les salariés. Voilà. Donc on a finalement renforcé notre exigence vis-à-vis de nos managers sur l'accueil des nouveaux collaborateurs, et ça à tous les niveaux de poste et à tous les niveaux d'organisation, que ce soit support, siège ou résidence. Et ça, c'est important de le faire, parce que, comme tu disais, 95 sites à peu près. Donc il y a ce côté de le réussir, parce que c'est une alchimie. C'est des choses à mettre en place au sein d'une équipe, mais c'est de le faire à l'échelle et avec la variété des situations, etc. Et là-dessus, tu as ce côté un peu ritualisation, méthodologie, on va dire, un petit peu d'appui, est un élément clé, j'imagine, avec ces pratiques communes, pour pas homogénéiser à tout prix, hein, on n'est pas chez McDo, mais quand même de permettre ce déploiement de cette cohésion et de cette intégration au niveau des équipes. Oui, et puis de l'attention qu'on porte aux collaborateurs sur le J1. Parce on attend de l'engagement de la part des équipes. Voilà, ok, mais ça c'est bien, mais ce sera le temps 2. Le temps 1, c'est le manager qui, lui, doit porter de l'attention. Alors, à la fois sur la partie, évidemment, intégration, formation aux outils, aux pratiques, etc. Mais la première impression, qu'est-ce que j'ai envie de te donner comme souvenir du premier jour. Voilà, et ça, c'est hyper important. Parce que dans notre activité, encore une fois spécifique, on travaille sur un lieu de vie. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Et ça fait écho à cette fameuse symétrie des attentions, d'ailleurs. Exactement. Exactement. C'est quelque chose que vous utilisez, qui a une espèce d'outil, en tout cas, ou de méthode ou d'approche qui est faite de votre côté. On le voit, de mettre un peu en miroir les deux, l'expérience de vos résidents et l'expérience de vos collaborateurs. Mais exactement, parce que ce qu'on leur apprend aussi, c'est quand des collaborateurs arrivent, ils ont forcément beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes âgées. Donc nous, notre rôle, c'est évidemment de mettre de la distance par rapport à tout ça. Mais c'est aussi de leur apprendre à se connaître, leur donner les clés lors de leur arrivée, pour justement bien accueillir cette empathie, ces émotions, et pouvoir bien répondre aux besoins clients. Et de la même manière, on remonte au niveau du manager. Si le manager doit pouvoir accueillir les émotions d'un collaborateur, parce qu'on est dans une activité, encore une fois, où il peut y avoir des situations assez extrêmes, donc il faut que le manager soit aussi en mesure d'accueillir le ressenti des collaborateurs. Top. Et alors là, tu as commencé à aborder effectivement une ou deux caractéristiques qui sont essentielles et on va tirer la pelote de laine justement de ça. Et vous allez comprendre que se benchmarker avec, par exemple, les jardins d'Arcadie, c'est une bonne idée parce que effectivement, vous êtes dans un contexte pas extrême, mais en tout cas avec une intensité importante de l'humain, comme on l'évoquait, et de l'émotion, comme tu viens de le dire à l'instant. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer au deuxième axe, parce que finalement, qui dit équipe, dit alors manager, commande, contrôle classique, ou dit image du sport, parabole du sport, le manager entraîneur, le manager coach, et je crois que ça a du sens pour vous. Par rapport à cette pratique, et on va le voir comment. Et notamment dans le rapport entre le manager et l'équipe, le collaborateur, donc dans cette maille un peu plus individuelle d'ailleurs. Et on a envie de vous poser une question sur l'autonomie, qui était un sujet important mentionné tout à l'heure. Donc vous avez le deuxième sondage où on vous pose la question, pour vous, c'est quoi les bonnes pratiques, petites astuces que vous avez dans vos entreprises pour favoriser, ou vous aimeriez avoir, pour favoriser l'autonomie de vos collaborateurs, et on va bien sûr prendre en compte vos réponses. Donc vous avez délégué davantage, fixer des objectifs clairs, encourager la prise d'initiative, donc éviter la peur de le faire, mettre en place du coaching individuel, et puis réduire le contrôle et le fameux micro-management, que tout le monde va des rétros, bien entendu, a tendance à essayer d'éviter. Donc voilà, merci pour vos réponses. Je vais y répondre moi aussi. Alors voilà, hop. Faites comme moi, répondez, et puis on va regarder bien sûr les résultats. Merci pour toutes les réponses. Ça
commence un petit peu à voir. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à voir effectivement eh bien des choses se détacher, hein, clairement. Et ça va être intéressant de le commenter par rapport à ce résultat. Sophie, ce manager coach, on va dire, c'est quelque chose qui se conjugue d'une manière un peu spécifique, hein, pour vous, avec des choses qui ont une importance, on va dire, et notamment liées à ce qu'on évoquait sur la caractéristique de vos centres, où il y a effectivement une relation à un moment donné de la vie, etc., où l'émotion prend beaucoup d'importance. Est-ce que tu peux justement nous expliquer comment ça s'est conjugué pour vous, cette notion de manager coach? Alors, tout est parti quand même des besoins du collaborateur. Je crois que on a observé les comportements de nos équipes sur le terrain, hein, pour comprendre comment on pouvait répondre à la performance opératielle d'une résidence, la profitabilité, mais la qualité aussi de service client, le bien-être collaborateur. Et on s'est rendu compte que il y avait des éléments clés de réussite dans ces équipes, hein, qui sont des équipes d'une douzaine de personnes, donc qui sont quand même à taille humaine, avec un chef d'orchestre qui est notre directeur manager. Et ça, c'est le premier point. On s'est aperçu qu'il fallait développer la polyvalence et la solidarité, que c'était une valeur forte pour les équipes. L'entraide, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a un peu observé ces dernières années qu'il y avait quand même un grand besoin d'être dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qu'il y avait des grands besoins de reconnaissance individuelle, alors même que l'entreprise et l'adhésion à un grand projet d'entreprise ne faisait plus rêver. Donc, en partant de ces constats, on s'est dit, en fait, ce qui fonctionne au Jardin d'Arcadie, dans nos résidences, c'est l'équipe. Voilà. Et donc, à partir du moment où c'est parce que chacun a son cadre, ses compétences, ses aptitudes et puis ses qualités personnelles, que ça fonctionne et qu'il y a donc une alchimie. Et donc, tout naturellement, on a glissé un peu vers le manager coach qui donc reste un manager qui fixe le cadre. Hein. Pour moi, ça, c'est la base du manager. C'est d'ailleurs la première des réponses, hein, qu'on a eues dans le sondage, qui est fixer des objectifs clairs. Voilà. Ça, c'est une évidence. Simplement, il fallait aussi qu'on puisse, sans mettre un cadre un peu souple, mais on met un cadre et puis les règles, elles sont un peu plus floues à l'intérieur du cadre et elles peuvent surtout un peu varier en fonction des besoins de chacun. Et donc, on a demandé à nos managers de s'intéresser de façon aux caractéristiques individuelles de chaque membre de son équipe pour faire réussir le collectif. Voilà. Parce qu'en fait, ça j'en suis intimement persuadée, en tout cas c'est l'expérience qui l'a prouvé, c'est que les attentes des collaborateurs aujourd'hui, c'est pas d'être seul dans un coin, ça c'est pas vrai. Ils ont envie d'appartenir à une communauté, à être un collectif, mais ils veulent être reconnus en tant qu'individus. Alors une fois qu'on a dit ça, certes c'est pas simple, hein, David, mais le manager. C'est l'individualisation, enfin quelque part qui est complexe, ouais. Oui, parce que alors c'est possible parce que c'était une petite équipe, hein, encore une fois. C'est pour ça il faut vraiment appliquer ses recettes et sa vision du management à son environnement et à sa culture d'entreprise. Donc, on a glissé naturellement là-dessus et donc, quand on attend d'un manager qu'il soit coach, ça veut dire qu'il connaît parfaitement ses équipes, il connaît parfaitement les points forts, les points faibles, il est dans l'écoute active de son équipe, il se positionne aussi en tant que conseil pour le faire grandir, tu devrais aller dans ce sens-là, ça, c'est hyper important. Et de la même manière, il faut que le manager puisse écouter dans une phase un peu plus personnelle, hein, les équipes. Et encore une fois, parce que nous, on est dans le secteur de la personne âgée et que ça renvoie parfois à des expériences personnelles. Et donc, il faut apprendre aux managers à écouter et à être dans le management de l'émotion, le management du care, comment garantir le bien-être au travail dans cet environnement qui est parfois difficile. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs et des cultures d'entreprise sur lesquels, on va dire, le coach sur des sujets plus personnels, plus psychologiques même, hein, de santé mentale,
sont un peu plus difficilement, on va dire, appliqués, même si dans les faits, il n'y a pas de raison, hein, ils sont tous des humains. Chez vous, enfin, comme tu l'as très bien dit, dans votre secteur, par rapport à votre activité, c'est obligatoire. Et du coup, dans l'accompagnement des managers, c'est quelque chose que tu, avec ton équipe, as particulièrement travaillé au travers d'une approche sur le management émotionnel et aussi de ritualisation pour pouvoir le déployer à l'échelle. Oui, il y avait 2 enjeux. Il y a l'enjeu que je viens de t'expliquer, hein, qui est justement, sur notre activité spécifique et la nécessité quand même de rester quand même, attention, on bascule pas dans la cour de récréation, hein, attention, ou même le terrain de foot, mais il y a la prise en compte de ces besoins individuels, qui émergent, plus naturellement parce qu'on est, dans une activité d'accompagnement de la personne âgée. Et une fois qu'on dit qu'on attend ça de nos managers, il a fallu qu'on les outille en fait et qu'on les forme. Donc nous, on a mis en place tout un parcours de formation pour nos managers, nos directeurs, au travers d'un dispositif qui s'appelait les cultivateurs, hein, qui était donner des outils et des méthodes à nos managers pour faire pousser les graines et faire grandir leurs équipes. Et qui leur permettait d'apprendre à les connaître. Donc c'était un programme de formation innovant qui a eu un grand succès, tout simplement parce qu'il répondait aux besoins. Et puis, il y a eu l'outil Zest qui nous a énormément permis de ritualiser toute la partie parcours collaborateur, écoute collaborateur pour donner le temps nécessaire, hein, le rituel, c'est le point de passage obligé, au manager pour pouvoir écouter, comprendre, connaître ses collaborateurs, hein, puisque c'est ce on attendait de lui. Et ça a été très important. Et le rôle de l'entreprise et du DRH, c'est de faciliter la pratique managériale. Et la digitalisation et le choix du bon outil, c'est ce qui permet de fluidifier ces pratiques et d'accroître la satisfaction de nos managers également. Ça, c'est important. Et la fonction RH, comment vous avez collaboré, notamment avec le management, parce que on sait que la manière de manager en proximité est une transformation managériale. Voilà, il y a eu des programmes de formation, d'accompagnement. Comment ça a été, en plus de mettre des process, de mettre justement cette méthode qui était particulièrement pertinente dans votre secteur, comme on l'a vu sur le management émotionnel. Parce que souvent, quand on discute avec les entreprises, c'est comment je gère le changement vers les managers en impliquant et en améliorant peut-être la collaboration entre top management et fonction RH, et notamment les relais ou le management intermédiaire, par exemple, les managers de managers, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez adressé particulièrement, parce que en tant qu'organisation à réseau, vous avez une espèce de pyramide managériale de toute façon, comme beaucoup d'organisations. Alors, déjà, pour embarquer nos managers, qu'ils soient managers de managers ou managers tout court sur le sujet, ça s'est fait dans un contexte spécial post-Covid, hein, sur lequel on a beaucoup travaillé sur nos valeurs qui existaient déjà mais qu'on n'avait pas formalisées, comment les partager, comment les incarner. Donc ça a été un sujet important, travailler sur notre marque employeur et notre marque employeur interne, parce que du coup, si vous voulez, ce programme managérial et ces outils, ils servaient aussi notre marque employeur interne et la qualité de travail, alors de vie au travail même, hein, de nos managers. Alors encore plus de nos managers de managers qui étaient nos directeurs régionaux qui pilotaient à peu près une vingtaine d'exploitations sur des territoires importants. Et ça, de la même manière, ça a renforcé le dialogue avec les équipes. Et ça leur a permis d'optimiser leur temps de travail en faisant un petit peu moins de trajets, en fait, sur certains aspects. Encore une fois, pourquoi ça embarque? Parce qu'en fait, ça répond à un besoin, et quand ça répond à un besoin de et qu'on trouve du confort dans son travail, et bien forcément, ça se fait assez facilement. Alors après, sur la partie management émotionnel, on les a tous rassemblés en Convention France. On a fait une conférence
Et puis on leur a fait comprendre au travers on va dire d'exercices, l'importance que ça avait de jouer sur les émotions pour accueillir, pour écouter, pour remercier. Voilà, on leur a fait comprendre et à partir de là, comme ils ont tout de suite perçu le bénéfice, on a lancé le programme derrière. Et on a des questions d'ailleurs sur ce programme, hein, bien sûr, ça attire les questions et c'est tant mieux. Tu as deux questions là qui sont apparues sur est-ce qu'il y a eu quelles ont été un peu les innovations, pour toi par rapport à ton expérience ou par rapport à ce qui se faisait avant dans votre entreprise, hein, qu'est-ce qui était un peu peut-être nouveau et donc un peu innovant. Et puis l'autre question c'est est-ce que tu t'es fait, ton équipe s'est fait accompagner? Est-ce que vous l'avez construite, on va dire vraiment en interne? Voilà. Deux questions pratiques et qui sont intéressantes pour les auditeurs. Alors, on avait fait intervenir une consultante justement lors de ce grand kick-off sur une conférence sur le management émotionnel qui consistait, je vous donne un exemple parce que c'était parlant, on avait une centaine de directeurs et une vingtaine de fonctions support plus le COMEX et donc elle nous a par exemple fait danser tous ensemble et puis donc j'en ai encore dans un peu des paillettes dans les yeux. C'était un moment très fort de ma carrière. Pardon, je cherche mes mots. Mais on a dansé sur la chanson d'Intouchable tous ensemble et puis après on s'est rassis et on s'est dit ok, comment je me sens là maintenant? Est-ce que je suis pas plus ouvert sur les autres? Est-ce que j'ai pas plus envie de parler à mon voisin que je connais pas? Voilà. Et ça, en fait, c'est la preuve par l'expérience. Et à l'issue de cette conférence, on a proposé ce programme sur la base du volontariat parce que il faut avoir envie de le faire. C'est une évidence. Donc, on a eu un franc succès. Et je pourrais détailler tous les éléments mais il ne faut pas hésiter à te contacter, bien entendu. Voilà, exactement. Et c'est une consultante où on l'a construit ensemble. Alors, elle avait déjà une approche énormément par le care. Hein. C'est vraiment c'est s'occuper des managers et on l'a fait. On l'a nommé les cultivateurs. C'est le management par le care, tout simplement, parce que nous, les cultivateurs, ça a intégré notre marque employeur sur cultiver vos jardins, vos graines, etc. Dans les tops. Et c'est vrai, j'aime beaucoup, je pense qu'en RH, on aime pas mal le terme cultivateur, je trouve. C'est une belle image d'aider à grandir. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on définit le management dans les entreprises. Donc, c'est un point intéressant à se rappeler. On va passer au troisième, quelque part, axe de notre discussion sur le rôle du manager et comment concrètement on peut avancer dans cette évolution, dans ce, on va dire, perfectionnement du management dans un contexte de transformation. C'est finalement de s'intéresser, et de la manière dont on le fait, à une démarche plus collaborative. Dans cette transformation du management et on va justement en parler avec des choses autour de quelque part du co-design. On a commencé un peu à le dire, c'est-à-dire que le management, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes et forcément leur imposer soit un outil et ou une méthode, tu l'as dit, hein, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait une dynamique qui se crée au niveau du collectif, au niveau individuel. Et c'est ça qu'on va justement aborder aujourd'hui. Et vous aviez quand même dans cette initiative des choix assez forts qui répondaient aussi, qui ont réussi à être pertinentes en particulier dans des environnements qui n'étaient pas faciles, quoi. Vous avez des challenges en termes d'organisation, vous avez eu des challenges en termes d'organisation avec la Covid, bien entendu, mais pas seulement. Hein, donc tu peux peut-être nous expliquer rapidement un peu quels étaient ces credos un peu forts dans cette transformation de la ligne managériale et comment ça a réussi quelque part le stress test de la Covid et vous êtes en situation de croissance accélérée en plus. Oui. Alors, les Jardins d'Arcadie, c'est un groupe qui a un peu plus d'une quinzaine d'années. Le secteur de la résidence-service est un secteur qui est récent avec des acteurs quand même reconnus. Mais on s'est retrouvé quand même depuis 2019 avec beaucoup d'ouverture et de plus en plus de résidences.
Donc, ce qui était donc c'est une entreprise pour laquelle je travaille déjà depuis plus de 15 ans. Hein, donc, j'ai vu les évolutions dans les pratiques et dans nos besoins. La réalité, c'est que on ne pouvait pas ne pas donner la main à nos managers. Il y a un moment donné où le groupe prend une telle envergure et comme on ne veut pas rentrer dans des superstructures support, il faut qu'on reste, alors à la fois en termes de coûts, mais également en termes d'agilité, hein, tout le monde le sait. Il a fallu qu'on se dise, OK, les managers, on va leur faire confiance, on va leur redonner le pouvoir, on va développer leur capacité à agir et à décider. Donc, et de la même manière, donc ça, c'est une décision dans la politique managériale qui est très forte. Pour un DRH, ça nécessite d'aller convaincre les dirigeants, le premier point, et puis de mettre des moyens aussi pour outiller nos managers dans leur pratique managériale. Et en particulier, alors le maillon qu'on évoquait en filigrane tout à l'heure, le manager de manager, c'est un des maillons clés en fait. Hein. Ouais. C'est là où le collaborateur manager, en fait, est-ce qu'il est dans quelque chose qui est assez, on va dire, aligné, ou au contraire, on lui demande des choses dans son rôle de manager avec son équipe, mais dans sa relation avec le manager, avec son manager, c'est différent. Donc ça, il y a forcément besoin de travailler ça, et vous avez fait un travail attentif sur cette situation de management. Alors, très important. En plus, les managers de managers ont des attentes et des exigences importantes. Hein. Et c'est des profils qui prennent les outils tout de suite en main et qui en perçoivent tout de suite les failles et les améliorations. Donc, c'est vrai que ça a été un peu nos bêta-testeurs dans la mise en place de nos outils aussi, hein, puisque c'est eux, dans toute la partie, on va dire, build, avec qui on a construit justement le choix des outils, et notamment, ce qui était important pour nous, c'est qu'ils aient la main sur la construction des parcours d'évaluation. Je reviens un tout petit peu sur l'outil Zest, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque d'exemples qui permet, avec les entretiens individuels, les entretiens de fin d'année, mais tout est personnalisable. Et en fait, ils peuvent décider de lancer un point avec leurs équipes, avec leurs directeurs, quasiment instantanément, avec le draft qu'ils veulent. Et pour nous, c'était important, ça passait par là aussi, redonner le pouvoir aux managers, c'était leur permettre de faire un peu à leur idée et en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. C'est vrai qu'il y a un peu une injonction paradoxale quand tu dis, si tu es dans une organisation, tu dis, je vous donne le pouvoir, mais alors surtout, vous respectez le formulaire en 27 questions, qui est mandatory, et voilà. Et donc, bien entendu, dans une organisation, il faut pouvoir avoir ce niveau de socle commun. Hein, et ça, c'est des démarches que vous avez eues en particulier, Jean-Jacques a dit, qui au moment de ce que tu appelles le build, il y a un espèce de co-design où on essaye de faire converger les bonnes pratiques pour créer ce socle commun que tu évoquais, qui est à la fois les bonnes pratiques d'un côté, et aussi le juste nécessaire, on va dire ça comme ça, pour laisser de la place à l'autonomie. Pour pas que ça soit le modèle pesant où quelque part on sait qu'on peut pas rajouter quelque chose et donc on va être effectivement contraint. Et ça, c'est vraiment la technologie et toutes ne le font pas, et nous c'est important, et c'est pour ça que Zest s'est créé de le faire de manière très agile pour pouvoir décentraliser quelque part le pouvoir de configurer concrètement des rituels. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi, comme tu le disais tout à l'heure, donner du pouvoir, et donc ça veut dire les impliquer dans les phases de décision d'outils, de design des templates sur lesquels on va converger, et puis encore un peu d'autonomie, de prise d'initiative même en dehors de ça. C'est une belle définition de ça. Et dans le contexte d'hypercroissance, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été importantes dans ce cheminement, dans cet accompagnement des lignes hiérarchiques des journaux d'Arcadie? Évidemment, parce que quand tu manages en début d'année, tu manages 15 managers, en fin d'année, tu en manages 22. Comment tu gagnes du temps, par exemple, sur tes entretiens individuels, en fait? Comment pour la synthèse, dans ce que tu dois remonter à ton RH, justement, pour qu'ils mettent en œuvre le plan de formation. Donc, en fait, ça a été
pour eux plus que finalement pour les directeurs qui ont toujours eu, il y a toujours un directeur pour une douzaine ou une quinzaine de personnes. Les managers de managers, eux, se sont retrouvés avec des équipes qui grossissaient et il y avait une obligation et une injonction quand même d'être plus performants opérationnellement. Moi, j'attendais ça de leur part parce que c'est bien beau de prendre sa voiture et d'aller rencontrer les managers sur site. C'est sûr qu'on rêve tous de ça, de partir à la rencontre. Voilà, ça donne du sens, des remontées terrain. Mais en même temps, la réalité en hypercroissance, c'est que tu peux pas le faire. Voilà. En tout cas, tu peux pas le faire autant que tu le voudrais. Voilà, donc le bénéfice, il a été très important pour eux. Et quand les managers de managers en plus sont OK avec l'outil choisi, et qu'ils le pratiquent avec leurs managers, avec leurs équipes, en fait, ça déroule. Si tu veux, c'est un peu l'effet ruissellement. Si tu démontres que ça fonctionne et en fait, ça fonctionne. Et même si ça fonctionne pas tout de suite, ça va fonctionner. Ça reste du changement, une conduite du changement. Il y a forcément du pas à pas. Et ce que je voulais dire également, c'est que on est encore aujourd'hui en train de co-designer et d'améliorer sans cesse nos points de passage parce qu'on nous dit c'est plus adapté, ça ne va pas. Donc c'est sans fin et c'est génial. C'est génial. Alors, premier rebond sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'à l'échelle d'une organisation, et surtout quand il y a un effet de distance, le management d'une entreprise humaine a besoin d'avoir cette information sur l'humain dans l'organisation. Alors, c'est dans les grands buildings, c'est de faire le tour des étages avec des machines à café ou des open space. Hein, c'est une technique qui a fait ses preuves. Mais quand on a 95 sites ou qu'on a beaucoup d'étages, on peut pas le faire. Le top management, le manager intermédiaire ne peut pas le faire. Et donc, c'est pour ça que les dispositifs d'écoute sont là quelque part pour aider à humaniser à l'échelle en donnant des informations qui vont être consolidées, qui vont être récupérées, qui vont être facilitées, pour avoir finalement un cockpit de prise de décision qui n'est pas celui qu'on mesure quand on prend sa voiture et qu'on se déplace dans chaque centre, mais celui que les collaborateurs, les équipes vont remonter, et ça en temps réel, donc avec une économie de temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contact humain, mais ça veut dire que ça, effectivement, on va dire, contribue à être productif dans son management pour pouvoir identifier où sont les priorités, sur quel site je vais aller en particulier, par exemple, par rapport à ces indicateurs qui me sont remontés. Donc ça, c'est vraiment un élément un peu clé que tu évoques. Et effectivement, il n'y a pas d'organisation humaine qui est bien managée s'il n'y a pas un dispositif d'écoute aussi perfectionné, aussi bon que la gestion de la comptabilité dans l'entreprise sur la dimension humaine. Et voilà. Et c'est pas que du salaire, les humains. C'est beaucoup d'humains, c'est de l'émotion, c'est du psychologique, c'est du ressenti. Et ça, les rituels d'écoute par baromètre ou par rituel de type entretien font partie de ce dispositif d'écoute collaborateur. Tiens, j'ai une question qui vient. C'est ce côté... effectivement, qu'on a aussi de temps en temps comme sujet, c'est Charline qui pose la question, quand on donne du pouvoir au manager, est-ce que du coup, ça ne crée pas des différences entre les équipes? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des managers qui vont plus, on va dire, peut-être j'interprète ce que Charline voulait dire, en profiter, on va dire ça comme ça, que d'autres. Et donc, du coup, ça crée un peu une différenciation entre tu as un bon manager qui prend l'autonomie, tu as plus de chance. Tu en as un qui ne le fait pas, tu as moins de chance. Comment tu réponds à ça? Alors, c'est une réalité, pour être tout à fait sincère. À partir du moment, pour développer l'autonomie, il faut faire confiance. D'accord? Mais il y a un adage qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Et en fait, ça se voit. En fait, ça se voit très vite quand il y a des écarts de conduite ou des abus. Ça se voit très vite parce que comme on travaille tous en réseau, on est dans des organisations matricielles, donc le directeur sur un site, mais c'est ce qu'on cherche aussi. Enfin, pour moi, la convivialité et l'unicité d'un site, c'est aussi lié à la personnalité du directeur. Moi, je les ai tous recrutés, les directeurs, et je les choisis. Je ne fais que du recrutement sur les soft skills, sur les valeurs et sur les personnalités. Je pense que le hard, ça s'acquiert, moi. Et donc ça existe, mais en fait, les gens, ils recherchent de la confiance, ils recherchent de l'autonomie, ils recherchent du dialogue,
ils recherchent de l'écoute, ils recherchent des valeurs, ils recherchent de l'humain. Aujourd'hui, enfin, en tout cas dans mon secteur. Et en fait, ça fonctionnait. Et ceux qui abusent et qui sont dans les écarts, en fait, il y a un truc qui est les équipes, elles leur montent au-dessus. En fait, on le sait. C'est Parce pour eux, en fait. qu'on a gardé de la proximité. Et puis c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce que je disais précédemment, les dispositifs d'écoute collaborateurs sont aussi ces fameux indicateurs qui vous permettent d'identifier si par exemple dans l'engagement dans Zest, qui est le modèle un peu de baromètre d'engagement dans les entreprises, il y a un axe relation avec le manager. Et dans le tableau de bord du DR ou de la direction générale ou de la DRH, on peut voir s'il y a des établissements où ils sont en décalage par rapport aux autres. Et ça permet ce benchmarking, cette émulation, et aussi l'identification qu'il faut peut-être aller voir le management à un endroit de l'organisation qui a peut-être plus besoin d'aide, parce que l'autonomie, le lâcher prise, c'est pas forcément facile et par rapport à un vécu managérial peut-être qui peut être plus ancien. Donc n'hésitez pas encore à nous poser des questions. On arrive bientôt à la fin, mais voilà, on a un petit peu de temps si vous avez des questions, et on va arriver à cette phase un peu de conclusion de notre côté. On va vous présenter, on va vous partager le cas de Jardin d'Arcadie qu'on a fait ensemble. Donc voilà, vous pourrez en savoir beaucoup plus sur son expérience de Zest et les différents usages. De ton côté, alors tu m'as donné quand on a préparé cette belle phrase qui est donner des ailes aux managers. Donc c'est ce qui est bien quand on travaille avec la RH, c'est qu'on a parfois des belles phrases comme ça, et c'est top. Et concrètement, voilà, comment toi les conseils ou les choses importantes, pratiques que tu vois par rapport à cette belle intention? Alors, déjà, c'est ce que je te disais en introduction, c'est que je trouve que les managers, on les a beaucoup chargés, c'est-à-dire que comme il a fallu optimiser les performances opérationnelles, ils managent, mais souvent ils produisent aussi, ou ils remplacent, ou ils compensent, ils font du projet, du transverse. Bon, voilà, on les met un peu à toutes les sauces, et je trouve que ils géraient encore beaucoup d'administratifs. Je pense que depuis ces dernières années, la digitalisation des pratiques leur permet déjà de regagner, je pense, en performance opérationnelle, en faisant en abandonnant certaines tâches, si tu veux. Et je pense que les entreprises l'ont bien compris, on va dire depuis 5-6 ans, pour redonner du temps humain aux managers auprès de leurs équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier, un manager, ok, il y a du report, ok, mais si son report, il le fait en 1 heure plutôt que de le faire en 3 heures, ça veut dire qu'il a 2 heures. Et globalement, chez nous, il avait 2 heures pour être avec ses équipes, mais aussi avec nos résidents. Donc, il y avait vraiment un double enjeu. Donc leur redonner les ailes, c'est un peu une image aussi de se dire, bon, on leur enlève un peu cette pile de livres que l'on a mis sur leurs épaules. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est pour moi hyper important, c'est qu'il faut vendre aujourd'hui le rôle de manager à la jeune génération. Aujourd'hui, on n'arrête pas de se dire, plus personne ne veut être manager, c'est mal vu, c'est difficile, ça n'apporte que des problèmes. Alors oui, parce qu'un manager, c'est hyper problem solving, mais c'est pas que ça. Ça fait grandir des gens, ça fait pousser les gens, ça donne des ailes aussi aux équipes. Donc moi, je trouve que c'est un magnifique métier, mais faut-il encore aujourd'hui bien le définir, bien l'outiller, et puis bien en parler aussi. Voilà. Et je pense que c'est les managers de demain aujourd'hui. Il faut qu'on travaille, nous les DRH et les entreprises, sur ce rôle-là, le repenser pour pouvoir aussi attirer et puis fidéliser dans des parcours ces futures pépites. Tu as raison, hein, c'est un enjeu crucial. Et l'IA ne remplacera pas les managers humains, on va dire ça comme ça. Il peut aider à coacher l'humain. C'est vrai qu'il y a des études intéressantes sur le coaching assez froid, on va dire ça comme ça, assez neutre que l'IA peut donner. Mais les équipes, c'est une aventure humaine. C'est dans le cadre d'un projet, d'objectifs clairs que tu évoquais. Il y a quelques stress tests que je vous conseille de faire. Si vous avez, par exemple, un référentiel de compétences qui, par exemple, fait 15 compétences et que vous demandez à tous les managers de faire l'évaluation de ces 15 compétences,
c'est au minimum 30 minutes de temps passé à chaque entretien. C'est autant de temps où on ne va pas faire le bilan, on ne va pas parler du ressenti, on ne va pas parler des objectifs de performance, etc. Donc, si on ne peut pas avoir des entretiens annuels de 3 heures ou de 4 heures, donc c'est important de se dire, bien sûr, 15 compétences, c'est génial, mais peut-être se dire, mais c'est quoi les vraies compétences clés, ou finalement, est-ce qu'on ne donne pas la possibilité aux managers de définir les compétences clés à partir d'un référentiel qui sont importantes dans le contexte de la personne. On parlait d'individuation tout à l'heure, et ça, je pense que ça fait partie des choses. Donner des ailes, c'est effectivement enlever les gros sacs de plomb qui éventuellement peuvent empêcher l'oiseau, le bel oiseau, de s'envoler. Petite question, et comme c'est la promesse de répondre, est-ce que c'était dans un cadre de méthode ou d'accord cadre, pardon, de QVCT, votre démarche chez Jardin d'Arcadie? Est-ce qu'il y avait une connexion avec ça? Ça pourrait. Alors, ça peut très bien être intégré, notamment toute la partie écoute collaborateur. Pour moi, ça fait partie d'un grand plan QVCT. On a mis en place toute la mobilité douce. Enfin, il y avait plein d'actions. Il se trouve qu'on l'a pas mis dans un accord, nous, parce qu'on c'était pas le but recherché. Mais ça peut exactement faire partie. Je suis désolé parce que le timing est serré. On est dans la course des 24 heures. Merci énormément, Sophie. N'hésitez pas à vous connecter à nous via LinkedIn. On vous a pas présenté d'écrans Est, mais n'hésitez pas à nous demander une démonstration. On adore ça. Et à très bientôt. Et belle aventure pour donner des ailes à vos managers. À très bientôt. Au revoir. Ça marche, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Sophie.